Je vais donc continuer ce sujet sur les indices acoustiques et l'intelligibilité. Avec cette présentation, je me suis donné 15 minutes, donc ok, très bien. On va passer donc en revue les tests phonétiques existants. On va sortir un peu du labo de recherche dans lequel travaille Léo Harnais et revenir plus dans un centre d'audioprothèse. Une revue des tests existants qui sera certainement pas exhaustive, mais qui sera présentée de façon assez chronologique. Et on va voir quelle peut en être l'utilisation et les résultats de ces tests. Ça reprend un petit peu les questions qui s'étaient posées hier dans la deuxième moitié d'après-midi. Et on va revoir d'ailleurs des éléments qui étaient déjà un petit peu abordés hier. Alors ici, de façon très schématique, voire caricaturale, on peut revoir donc les différentes étapes d'un test d'audiométrie vocale, de la détection à la compréhension, avec voilà, la discrimination pour faire la différence entre un ta et un da, qui est a priori d'ordre purement, enfin, plus particulièrement cochléaire, et l'identification qui est de reconnaître qu'un da est bien un da, et qui nécessite bien de connaître et donc d'avoir mémorisé ce phonème. Les tests phonétiques, donc la suite de la présentation, ça va surtout concerner ces deux types de tests. Le but n'est pas de faire varier l'intensité des syllabes ou des logatomes, mais de travailler principalement à une intensité confortable pour non pas quantifier simplement les mauvaises réponses, mais analyser les confusions qui sont faites par le patient qui répond au test sur des phonèmes, des logatomes, des syllabes, de sorte à réduire l'intelligibilité, enfin à réduire le risque de suppléance mentale. Et alors là, ça fait un petit peu écho à ce que présentait Léo Harnais juste avant. En 56, Guberina, qui avait déjà proposé un test, l'audiométrie verbotonale, il s'était intéressé, en fin de compte, avec cet appareil, le SUVAG, à filtrer la parole pour déterminer pour chaque phonème quelle était la bande de fréquence la plus utile pour l'intelligibilité de ce phonème. Alors on voit ici les exemples sur les voyelles du français et de l'anglais. Toutes ces valeurs sont évidemment valables pour le normand-entendant, puisque vous l'avez bien saisi juste avant que chez le malentendant, les choses peuvent être assez différentes. Et donc voilà, l'utilisation était principalement dans un but de diagnostic ou de rééducation. On n'avait pas à l'époque des aides auditives qui permettaient d'aller traduire ces conclusions vers des corrections de réglage. Le test d'identification par paire minimale de Fontanez et Béra, qu'ils ont présenté en 1975 avec des mots, initialement des mots signifiants qui étaient des mots monosyllabiques. Chaque mot avait un seul phonème qui était à tester, c'est-à-dire à comptabiliser. Il y a eu une évolution en 1978 avec des logatomes de type IPI ou APA, pour justement réduire encore plus la suppléance mentale. Et un logiciel, le logiciel type Win, qui par la suite a été mis au point pour pouvoir pratiquer plus facilement ce test. Mais ce test, vous le retrouvez sur le 5e CD des listes d'audiométrie vocale du collège, et d'autres infos dans le précis tome 1, comme pour le test précédent de Guberina, et comme pour le suivant, celui-ci de Dupré, le test fréquentiel en 1980. C'est de nouveau des logatomes avec 3 groupes de listes. Chaque liste a été spécifiquement définie et regroupée pour représenter une bande fréquentielle. C'est-à-dire que voilà, si vous utilisez les 3 premières séries de listes par exemple, et que vous retrouvez un grand nombre d'erreurs, vous pouvez en conclure que c'est principalement en dessous de 1500 Hz qu'il va falloir corriger les réglages. Une deuxième bande de 2000 à 4000, et vous le voyez au-dessus de 4000 pour les 3 dernières listes. Encore une fois, donc tout a déjà été décrit dans le précis et disponible sur le 5e CD. Le test ensuite de confrontation indiciaire, je ne sais pas si Franck Lefebvre est peut-être déjà arrivé, il en aurait mieux parlé que moi, mais en tout cas, c'était le sujet de sa thèse en 85. Il a repris des logatomes qu'avait utilisé Dupré avant dans un autre test que le test fréquentiel, c'est le test de netteté, mais qu'il a remanié de sorte à les équilibrer en difficulté et non pas selon la fréquence d'occurrence dans la langue française. Il avait fait une étude clinique sur 50 malentendants, et le but était d'en extraire des informations en notant les confusions faites et non pas simplement le score de bonne réponse, les indices voilà, qui dépendaient du fondamental laryngé, des 3 formants, des transitions formantiques, etc.
sa conclusion, plus tard, qu'il en faisait lui-même, était que l'analyse fréquentielle était vraiment assez pertinente, mais les conclusions sur les désordres temporels ou énergétiques étaient beaucoup moins fins avec cette approche. Le logiciel ANAPRO, qui a été présenté en 1989 par Benoît Virol et Bernard Azéma, va dans le même principe que la confrontation indiciaire qu'on vient de voir juste avant. C'est un test d'audiométrie vocale basé sur des logatomes ou des mots, et qui analyse en fin de compte les erreurs sur les 8 traits distinctifs et sur les indices acoustiques pour en extraire alors des conclusions et des préconisations de réglage. Il s'était avancé à aller déjà un petit peu plus loin pour des corrections de gain ou de compression de bande passante. Le logiciel guidait la prise en charge du malentendant vers des conclusions d'ordre temporel, d'ordre fréquentiel, etc. Mais voilà, le recul qu'on a aujourd'hui montre que le logiciel n'a finalement pas une diffusion large et une longévité importante. Toujours Benoît Virol qui un peu plus tard a présenté un nouveau test, le Phonoscan, qu'on retrouve là également sur le 5e CD. Il semble quand même assez intéressant ce 5e CD du coffret d'audiométrie vocale. C'était un test phonétique à environnement contrôlé parce que les voyelles qui entourent chaque consonne cible n'avaient pas été choisies au hasard. Vous voyez que les 3 listes qui sont en fin de compte identiques, c'est simplement l'ordre des logatomes qui change pour éviter l'effet d'apprentissage. Les voyelles qui entourent sont présentées soit vers la gauche, soit vers la droite. Les mots sont un peu décalés parce qu'il y a justement une importance. Les transitions formantiques font qu'elles sont particulièrement saillantes ou particulièrement plates entre les voyelles et les consonnes selon qu'on est sur la partie droite ou partie gauche d'une même liste. Et vous avez en bas ce petit tableau, cette petite matrice. Je ne sais pas si on peut... Non, trop tard, je me suis fait avoir. Pardon. On revient, voilà. Le pointeur, tant pis. En tout cas, vous voyez le petit tableau avec les lettres T, E, etc., qui guide aussi vers une compréhension des erreurs liées à des distorsions d'ordre temporel, fréquentiel, énergétique ou de masque. Ce test qui pourtant peut sembler intéressant comme ça aussi, semble pas avoir eu une diffusion et une pratique dans nos habitudes, une pratique très, très courante. On revient à ce logiciel que Alexandre Gault avait déjà évoqué assez hier, donc je le remercie du temps qu'il me fait gagner ce matin. On va pouvoir passer un petit peu plus vite, mais ce logiciel est intéressant parce qu'il a été développé donc à Anvers par le professeur Govertz. On revoit ici une diapo qui ressemble beaucoup à celle qui a été présentée hier. Pour justement schématiser les 2 tests dans cette batterie de tests, parce que c'est une suite de tests psychoacoustiques dont 2 tests encadrés nous intéressent particulièrement. C'est des tests de discrimination et d'identification qui se font sur la base non pas de syllabes, mais bien de phonèmes, pour répondre à la question que posait Franck Lefebvre hier. Et donc, voilà, ce logiciel permet sur alors on revoit l'écran du logiciel qui a été présenté hier, donc on peut passer assez rapidement, mais sur les confusions notées, donc on saisit le phonème répété de manière erronée par le patient, et le logiciel nous montre automatiquement par bande de fréquence le différentiel énergétique qui peut conduire à travailler plus particulièrement certaines bandes de fréquences en termes de gain ou de compression. On le reverra un petit peu par la suite, donc je ne vais pas prendre plus de temps pour l'instant. Et le logiciel ATEC, encore une fois, que Franck Lefebvre a développé à partir de 2009 et avec des mises à jour successives grâce au travail des étudiants qu'il a accueillis, il a changé son fusil d'épaule par rapport à la confrontation indiciaire de sa thèse en 85, et ce n'est plus les indices acoustiques de formant, de transition formatique, etc., mais uniquement d'enveloppe temporelle. Il y a 4 paramètres sur l'enveloppe temporelle, qui sont donc l'analyse, ouais, on le voit, c'est pas très net sur la diapo, qui sont donc la profondeur de modulation, le facteur de crête, la dynamique et la valeur RMS. Vous voyez tout à gauche la première liste du test syllabique qu'il avait présenté quelques années avant, les trisyllabes, genre G, 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 cha, cha, cha.
Et on note dans les deux colonnes blanches les phonèmes répétés, ou en tout cas incorrectement répétés, et l'analyse se fait en temps réel. Au fur et à mesure qu'on saisit les phonèmes incorrectement répétés, on voit par bande de fréquence et puis de manière globale, large bande, les erreurs en excès ou en manque qui sont faites sur les quatre paramètres de l'enveloppe. Et le logiciel donne après une synthèse de l'ensemble des listes pratiquées, avec notamment tout en haut à droite, on le voit, une information par exemple sur l'acuité fréquentielle et l'acuité temporelle de l'oreille testée, puisqu'on peut le faire évidemment au casque, oreilles séparées. Et pour conclure cette revue de tests, vous trouverez un pléthore de tests en ligne, gratuits, qui se pratiquent en ligne ou en téléchargement, qui sont à disposition. J'en ai mis que 3 exemples. Voilà, le site phonétique.free.fr qui est très, très facile et amusant à utiliser, ou en haut à droite, celui de l'Université de Liège. Alors là, c'est pas à pratiquer en ligne, c'est à télécharger, mais c'est Magérus donc, et ses collègues en 2005 qui ont commencé à mettre en ligne tout ça, en proposant notamment aux équipes de recherche, c'est peut-être plus à destination de la recherche que de l'audioprothèse, mais on peut imaginer une application dans nos centres, pourquoi pas, avec des exercices de mémoire de travail, qui n'est pas directement le sujet aujourd'hui, et des exercices de discrimination de consonnes à vitesse standard ou à vitesse accélérée, des exercices d'identification de logatomes, etc. Et surtout, ils proposent de télécharger avec ça des normes qu'ils ont établies en fonction de l'âge, donc les scores attendus pour le normo-entendant, ce qui permet de situer les scores du malentendant testé. On en arrive à la deuxième partie qui, j'imagine, vous intéresse aussi plus. On fait des tests, très bien, d'accord, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des résultats et quels résultats on va pouvoir en espérer? Alors, on retrouve de nouveau ici avec le logiciel ACE, je vais vous présenter 3 exemples. Voilà le premier exemple. On retrouve donc le spectre de différence entre le phonème émis, phonème incorrectement perçu, et qui nous montre non plus les bandes de fréquence, mais directement les numéros d'électrodes d'un implant cochléaire, en saisissant dans le champ au-dessus en bleu le modèle d'implant, et donc le logiciel traduit directement ça pour savoir, voilà, sur l'électrode 4 et 6, il va peut-être falloir travailler un peu plus particulièrement. Ils ont ensuite développé un logiciel que Alexandre Go a aussi évoqué hier, que je ne vais pas vous présenter plus en détail aujourd'hui, mais voilà de façon assez schématique les résultats présentés par l'équipe de Paul Govertz. Voilà, il y a eu 2 versions de mise à jour, on peut dire, de cet outil, et il semble avoir, avec le recul de quelques années, eu une amélioration des patients suivis avec la première version et une nouvelle amélioration quelques années plus tard. Maintenant, certainement que d'autres études comparatives seraient certainement intéressantes. Je ne pratique pas du tout de réglage d'implants cochléaires, donc je ne suis pas là aujourd'hui pour commenter plus ça en détail. Un deuxième exemple qui est aussi fait sur ce test de discrimination du logiciel ACE, qui était un mémoire de master d'audiologie de Laura Fauquier en 2012, où elle a utilisé ce test avec, encore une fois, le spectre qui est présenté sur les confusions, voilà, pour savoir quelle bande de fréquence travailler en termes de gain, voire de compression. Et le résultat des tests, alors c'était une population de 15 enfants, appareillés non pas en implant cochléaire mais en prothèse auditive classique, et voilà, semble-t-il qu'elle ait obtenu des résultats intéressants. Elle aurait réussi à améliorer les scores de discrimination sur les phonèmes testés. Je regarde juste le temps, oui. Et un troisième et dernier exemple, je ne sais pas d'ailleurs si notre confrère Tanguy Lelièvre est dans la salle, il sera peut-être heureux de retrouver le sujet de mémoire qu'il a présenté en 2013. Il s'est concentré sur 5 paires de phonèmes en thèse de discrimination, voilà, ou, a, i, a, se, feu, etc. Et sur une population de 20 adultes appareillés, bien sûr, avec un test pratiqué dans le bruit, et le même principe avec le logiciel ACE pour savoir sur quelle bande de fréquence corriger le gain, et semble-t-il que les patients aient progressé sur les 5 couples de phonèmes présentés ici. Et j'en arrive à la conclusion que je vais vous faire en simple lecture, et vous pourrez la lire avec moi. C'était une citation que je reprends de Benoît Virol en 89, rappelez-vous, c'est quand il avait présenté son logiciel AnaPro. Il écrivait qu'un changement qualitatif important, alors c'est prometteur, sera amené par la connaissance de l'influence des procédés d'amplification
sur la saillance perceptive de tel ou tel indice acoustique. Traduction, c'est que le logiciel, effectivement, va être utile pour améliorer les résultats. L'analyse qualitative automatique des systèmes de confusion de fautes, donc via un logiciel pour nous aider, puisque ça doit être automatique, est ainsi appelé à rendre de grands services pour le réglage de nouvelles prothèses à canaux, ainsi que pour la définition des paramètres de réglage numérique. En 89, les appareils étaient évidemment analogiques, programmables numériquement. Et quelques années plus tard, dans le tome 1 du précis d'audioprothèse, vous retrouvez cette deuxième citation que je reprends, un petit peu voilà, pessimiste, c'est que malheureusement, ça ne marche pas forcément qu'on le souhaite. Les modifications de courbe de réponse génèrent alors des confusions sur d'autres traits, obligeant l'audioprothésiste à adopter un empirisme pas toujours très efficace, ce qui peut dire qu'il peut parfois l'être malgré tout. Restons optimistes. Et c'est sur cette conclusion que je passe la parole à Stéphane. Merci.